Le deuxième objectif en Irak n'était pas de prendre le pétrole, mais de remodeler toute la société irakienne et de s'assurer également que l'Irak n'utilise pas l'argent du pétrole pour quoi que ce soit de bénéfique pour le peuple, comme le développement technologique, industriel, économique, social et culturel. Cet argent serait purement utilisé pour créer une société de consommation, ce que nous avons maintenant en Irak. Ainsi, les États-Unis se sont assurés, dès le premier jour où ils ont pris le contrôle de l'Irak, qu'ils contrôlaient chaque dollar des exportations de pétrole. En fait, l'argent du pétrole est placé dans un compte. Tout l'argent des exportations de pétrole irakien est envoyé par les acheteurs à une banque de la Réserve fédérale à New York, dans un compte là-bas, qui est contrôlé par le président américain depuis 2003. Ce que les élites aux États-Unis et en Grande-Bretagne voulaient faire, c'est établir un précédent sur la façon dont elles peuvent remodeler le destin de peuples entiers, parce qu'elles ont le pouvoir de le faire. Bonjour à tous. Je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec Hussein Askari, qui est le vice-président irako-suédois de l'Institut de la ceinture et de la route en Suède et le coordinateur pour l'Asie de l'Ouest de l'Institut Schiller International. Hussein travaille comme analyste stratégique et économique depuis 1996 et aujourd'hui nous voulons parler de l'Asie de l'Ouest et de l'Irak. Alors Hussein, bienvenue. On est assez merci, mais vous created. Eh bien, très heureux de vous avoir ici, parce que je voulais avoir une discussion sur l'Irak, mais l'Irak dans la région plus large depuis un moment, car je pense que beaucoup de choses qui se passent sont très liées à la Syrie, l'Iran et la Turquie également. Donc je pense que vous êtes l'une des personnes parfaites pour nous parler de cette discussion. Vous avez quitté Bagdad, ou vous avez quitté l'Irak, à l'âge de 23 ans, en 1991. Vous m'avez dit que vous aviez dû fuir à cause de la guerre et de la répression de l'État. Puis vous êtes venu en Suède dans les années 90 et vous y travaillez depuis. Au cours de toutes ces années, pouvez-vous me parler un peu de la façon dont ces expériences vous ont impacté et de votre analyse de ce qui se passe dans les affaires mondiales? Eh bien, quand j'ai quitté l'Irak en 1991, c'était immédiatement après la tempête du désert, la soi-disant guerre du Golfe. Il y a eu de nombreuses guerres du Golfe, mais celle-ci en faisait partie. Nous l'appelons la guerre du Koweït. Elle est survenue après que l'Irak a envahi le Koweït en 1990. Et puis, lorsque Saddam Hussein a refusé de se retirer pacifiquement, les États-Unis et la communauté internationale ont mobilisé une force mondiale pour expulser l'Irak. Immédiatement après la libération du Koweït, il y a eu un soulèvement en Irak, qui a également été poussé de l'extérieur. Mais il a échoué, et les gens ont dû fuir par crainte de représailles du régime irakien. Ma famille faisait partie de cela. J'étudiais à Bagdad, mais ma famille vivait dans le nord de l'Irak, à Souleymaniye, bien que je ne sois pas kurde. Mais j'ai grandi parmi les Kurdes dans le nord de l'Irak. J'ai donc fini par passer environ 1 an dans des camps de réfugiés en Iran. J'ai travaillé avec la Croix-Rouge internationale, Médecins sans frontières et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans les camps de réfugiés. J'étais interprète. C'était ma formation. Et puis après cela, j'ai réussi, avec un peu d'aide, à venir en Norvège d'abord en 1992. J'y suis resté quelques années, puis j'ai déménagé en Suède, où l'Institut Schiller a un bureau, car je voulais être actif à la fois dans la compréhension de ce qui est arrivé à mon pays et des développements mondiaux qui y ont conduit. Comme vous l'avez dit, les événements se produisant en Asie de l'Ouest, le soi-disant Moyen-Orient, qui est un mauvais nom, sont toujours liés à la politique mondiale.
J'étais intéressé par la compréhension des questions stratégiques et économiques, et l'Institut Schiller m'a apporté une grande quantité de connaissances, à la fois sur l'histoire et l'économie, et sur la façon dont l'économie y est liée. Vous vous souvenez que 1991 était l'année où l'Union soviétique s'est effondrée, et il y avait un nouvel ordre mondial, le monde unipolaire. Le moment unipolaire est arrivé sur la scène. Et c'est ce qui a façonné beaucoup des événements qui se sont produits depuis lors. Mais maintenant, ce monde unipolaire est en train de s'effondrer. Un monde multilatéral émerge. Selon de nombreux réalistes géopolitiques, c'est un moment plein de dangers. C'est aussi plein d'opportunités pour avoir un nouvel ordre mondial basé sur la coopération économique, et ainsi de suite. L'idée de l'initiative de la ceinture et de la route a été très importante pour développer mes propres capacités d'analyse et aussi promouvoir cette idée de paix par le développement économique. L'initiative de la ceinture et de la route a été très importante. À l'Institut Schiller, nous travaillons depuis des décennies sur ce que nous appelons le pont terrestre eurasiatique ou le pont terrestre mondial pour construire des corridors d'infrastructures entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'étendre aux Amériques. Donc nous crions seuls dans le champ jusqu'à ce que la Chine arrive et que le président Xi Jinping annonce l'initiative de la ceinture et de la route en 2013. Ce fut un moment décisif à bien des égards. Mon expérience personnelle en tant qu'Irakien sortant de la guerre. J'ai vécu des guerres avant de quitter l'Irak, mais le lien avec les développements mondiaux m'a vraiment donné beaucoup à réfléchir. Tout d'abord, le traitement que mon peuple a reçu de la communauté internationale, de l'ordre prétendument fondé sur des règles, du monde civilisé, du monde libre, m'a montré qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et que l'image donnée dans le monde ne correspond pas à la réalité. Donc je suis un peu immunisé dans ce sens contre la propagande venant du monde unipolaire. Mais j'examine chaque cas individuellement et j'essaye d'analyser, j'essaye d'étudier autant que possible. Étant en Europe, travaillant avec des Européens depuis de nombreuses années, vivant en Europe, étant actif en Europe, mais ayant aussi des liens très forts avec mes collègues aux États-Unis, apprenant beaucoup sur l'histoire américaine et la politique américaine, cela m'a donné une perspective multidimensionnelle sur les développements dans le monde. Par conséquent, lorsque je vois la situation en Asie de l'Ouest, en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine, toutes ces choses, je les vois dans un contexte beaucoup plus large. Avec ma connaissance de la région, ma connaissance de la langue, l'arabe et l'histoire de la région, la combinaison devient très fructueuse. Alors, quelle est la situation globale selon vous? Pourquoi l'Asie de l'Ouest a-t-elle tant souffert pendant tout le siècle dernier, en gros? Par intermittence, ici et là, vous savez, des guerres et des dévastations, et des millions de personnes, vous y compris, fuyant leur foyer. Quelle est la cause ultime ou la plus immédiate de cela? Eh bien, je pense que la principale cause de cela est que nous avons eu une compétition impérialiste dans le monde. Et cette région est très stratégique. Elle se situe entre 3 continents, 2 océans. Et dernièrement, vous savez, au moins depuis le début du XXe siècle, du pétrole y a été découvert. La compétition stratégique entre les grandes superpuissances était très active. Nous nous souvenons du grand jeu entre la Russie et la Grande-Bretagne. Nous avons assisté à l'émergence de l'Allemagne en tant que puissance économique et stratégique majeure à la fin du XIXe siècle et à la tentative de briser le contrôle maritime de l'Empire britannique par des alliances terrestres, le développement du chemin de fer Berlin-Bagdad, etc. Ainsi, la géopolitique des grandes puissances, a joué un rôle clé dans le façonnement du destin de cette région.
et c'est stratégiquement très important. Avec tout le pétrole qui a été découvert, cela est devenu, comme nous le disons dans nos pays, une malédiction plutôt qu'un cadeau pour les habitants de cette région. Ainsi, la grande géopolitique a joué un rôle clé dans le façonnement de cette région. Et bien sûr, nous avons eu une transition ratée du contrôle de l'Empire ottoman lorsque les nations de la région espéraient, à la fin de la Première Guerre mondiale, devenir indépendantes et construire une société moderne. Cet espoir, cette promesse, ont été trahis par les Britanniques et les Français, qui avaient déjà prévu d'hériter de l'Empire ottoman par le biais de traités secrets, comme l'accord Sykes-Picot. Alors que la guerre était encore en cours en 1916, ils planifiaient comment diviser la région en territoires français et en sphères d'influence britanniques et russes. Les Russes se sont retirés après la Révolution d'Octobre, la Révolution de 1917, donc les nouveaux dirigeants en Russie se sont retirés. Ainsi, les Français et les Britanniques ont dû décider du sort de cette région. Ils manipulaient, divisaient et conquéraient, redessinaient les frontières de ces régions, installaient des dirigeants. En Irak, ils ont mis un roi là-bas, ils ont mis un roi en Jordanie, ils ont retiré le roi de ce qui était l'Arabie saoudite, ou le dirigeant là-bas, le Hachémite, et ils ont installé les Al Saoud comme dirigeants. Ils contrôlaient l'ensemble des structures politiques, sociales et économiques de cette région, jusqu'au moins les années 1960. Et la plupart des pays du Golfe sont devenus indépendants en 1971. Ainsi, ces grandes puissances ont joué un rôle important dans la division et la conquête, le contrôle des ressources. Et ensuite, il y a eu aussi les Britanniques qui ont planté ce qu'ils appellent une patrie pour les Juifs en Palestine, ce qui a été la source de beaucoup de déstabilisation dans toute cette région jusqu'à présent. Nous avons vu le génocide à Gaza. Nous voyons maintenant ce qui se passe en Cisjordanie, et c'est délibérément ce que l'Empire britannique a planifié pour maintenir cette région en ébullition et pouvoir la contrôler de l'extérieur. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont entrés dans le jeu. Le président Franklin Roosevelt avait en fait des idées différentes pour l'ère post-Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens ne le réalisent pas vraiment. Il n'avait pas l'intention de maintenir l'Empire britannique ou de rejoindre l'Empire britannique. Son idée était de démanteler les empires britanniques, français, belges et autres, et de faire en sorte que ces nations soient libres et travaillent avec les États-Unis pour le développement économique. C'était son principal objectif, que ces nations soient indépendantes. Même sur la question de la Palestine et des Palestiniens, il essayait de trouver une solution avec le roi d'Arabie saoudite. Mais les choses ne se sont pas bien passées. Roosevelt est mort et Truman est devenu président. Truman admirait l'Empire britannique. Il a donc poursuivi la relation spéciale avec les Britanniques. Et l'élan impérialiste a continué même après la Seconde Guerre mondiale. Donc, toute cette situation n'a pas été uniquement la responsabilité des habitants de la région. Bien sûr, ils ont la responsabilité de libérer leur pays aussi. Mais les puissances qui contrôlent tout, et même l'Union soviétique y a contribué, ont rendu impossible la recherche de la paix, une condition stable où les gens pourraient utiliser les ressources naturelles et humaines de la région pour le développement des populations locales. Voilà la réalité là-bas. C'est une région très très riche d'une certaine manière, comme vous l'avez dit. Et vous pouvez voir à quel point certains pays d'Asie de l'Ouest peuvent devenir riches et prospères s'ils ont la stabilité et la paix, n'est-ce pas? Les Émirats, le Qatar et aussi Oman, dont on n'entend généralement pas beaucoup parler, se développent et font un bon travail dans la région, n'est-ce pas? Mais ensuite, le cœur de la région, d'une certaine manière, inclut l'Irak, la Syrie, et s'étend jusqu'à l'Iran, n'est-ce pas?
Il y a eu longtemps où l'Irak et l'Iran étaient dans une impasse lors d'un conflit sanglant, n'est-ce pas? Pourquoi le cœur de la région a-t-il des difficultés? Parce que la périphérie semble mieux s'en sortir d'une certaine manière. Ou est-ce que je me trompe? Non, les pays de la périphérie, comme les pays du Golfe, étaient sous domination britannique. Il était donc important pour les Britanniques d'y maintenir la stabilité pendant longtemps. Ils avaient des traités spéciaux avec ces pays. Le problème avec l'Iran, l'Irak, la Syrie et dans une certaine mesure la Turquie est qu'ils sont des peuples plus indépendants d'esprit. En raison de leur histoire, de leur culture et de leur identité, ils veulent être complètement indépendants. Et c'est pourquoi il y a eu tout ce conflit au fil des ans. Même le Shah d'Iran, que beaucoup de gens disent être une marionnette des Britanniques et des Américains, a réalisé à un certain moment dans les années 70 que l'Iran devait abolir ou ne pas renouveler le contrat avec British Petroleum ou l'Anglo-Persian Oil Company et utiliser les revenus pétroliers de l'Iran pour acheter de la technologie et construire une nation moderne avancée. Cela n'a pas été accepté. Vous aviez une situation similaire en Irak et en Syrie. Ainsi, ces personnes plus indépendantes d'esprit se font également manipuler. Comme nous avions un mouvement socialiste en Irak contre la famille royale contrôlée par les Britanniques. Nous avons eu des choses similaires en Syrie. L'Égypte, par exemple, est aussi une nation avec une identité historique et indépendante très forte. Donc ces pays ont tendance à subir la colère des dieux des puissances mondiales, en ce sens qu'ils sont incapables de se tenir debout. Je veux dire, l'Irak a été soutenu bien sûr pendant les années 70. Nous avons eu un développement économique et scientifique fantastique. Et puis dans les années 80, alors que l'Irak était en guerre avec l'Iran, l'Irak a reçu tout le soutien possible, à la fois de l'Est et de l'Ouest, pour combattre l'Iran. Ainsi, l'Irak se développait rapidement tout en menant une guerre. Mais ensuite, après cela, ce fut au tour de l'Irak d'être, vous savez, contrôlé et essentiellement détruit. C'est donc le sort des nations, avec une longue histoire et une identité. Certaines personnes, surtout en Europe, attribuent beaucoup de ce qui se passe en Asie de l'Ouest à la foi islamique. La thèse selon laquelle l'islam est intrinsèquement une religion violente est notamment parmi les cercles conservateurs de droite assez populaire. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je veux dire, quel est l'impact des religions dans la région? C'est assez ironique, car tous les mouvements indépendants, les mouvements anticolonialistes, n'étaient pas religieux. C'étaient des mouvements laïques, des mouvements nationalistes arabes, surtout dans les années 40 et 50, qui voulaient se débarrasser du contrôle britannique et français, entre autres. Mais ensuite, les Britanniques, et plus tard les Américains, ont soutenu les mouvements islamiques pour contrer les forces nationalistes. Comme en Égypte, les Britanniques et les Américains ont ensuite soutenu les frères musulmans parce qu'ils les utilisaient comme contre-pôle à Gamal Abdel Nasser et aux dirigeants nationalistes laïcs. Ils disaient que ceux-ci étaient des socialistes, niant Dieu. Alors ils ont mobilisé les forces islamistes contre eux. Tout comme en ce moment avec la Syrie. Je veux dire, la Syrie a été prise par les islamistes avec du soutien, d'accord. Ils s'endorment face à l'Occident. Oui, donc le problème n'est pas l'islam. L'islam a été utilisé, et en particulier l'islam militant est un phénomène nouveau en fait, qui est apparu avec la guerre froide. Il y avait des mouvements nationalistes, des mouvements anticolonialistes dans presque tous les pays arabes. Et puis ils ont été contraints de se tourner vers le camp socialiste. Les Britanniques et les Américains pouvaient mobiliser les mouvements religieux islamistes rétrogrades pour dire que ce sont des communistes qui nient Dieu. Ils nient Dieu et nient l'islam. Ils pouvaient se mobiliser contre eux.
C'est ainsi qu'ils se sont mobilisés contre le gouvernement en Afghanistan. La CIA et le MI6, avec l'aide de nombreux pays du Golfe arabe, ont mobilisé le mouvement du djihad islamique, qui a en fait commencé à devenir un phénomène en Afghanistan sous l'égide des Britanniques et des Américains. Ils ont donc utilisé les mouvements islamiques, les mouvements du djihad islamique, les mouvements islamiques militants, comme une force de contrepoids aux mouvements nationalistes laïques dans le monde arabe, même au Pakistan. Il n'est donc pas vrai que ces problèmes soient réellement inhérents à l'islam. L'islam était considéré comme une religion auparavant, mais il est maintenant devenu une force politique. Les conditions créées dans la région par les puissances mondiales ont forcé les sociétés à se tourner vers une identité islamique parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Comme en Irak, lorsque les États-Unis et la Grande-Bretagne ont envahi l'Irak en 2003 et détruit l'État irakien, qui était un État laïque, il n'y avait pas d'autre endroit pour les gens pour chercher protection et identité psychologique que la tribu. Nous sommes redevenus une société tribale et une société religieuse. Donc vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien. Alors vous retournez à votre religion, où vous trouvez refuge pour votre âme, pour votre identité, parce que l'État-nation n'existe plus. En Irak, même après 2003, avec la nouvelle constitution qui a été modifiée, c'est devenu un État sectaire, une société ethniquement divisée par la constitution elle-même. Ils ont inventé une constitution qui a fait de l'identité ethnique et religieuse le cœur de la constitution et de l'identité irakienne. Cela s'est produit après l'invasion de l'Irak par les États-Unis. L'Irak est devenu une société extrêmement religieuse. La Syrie va maintenant devenir une société extrêmement religieuse avec le soutien des forces islamistes qui ont maintenant pris le contrôle de la Syrie. Donc ce mythe selon lequel l'islam est le problème, ce n'est pas le problème parce que tout d'abord, nous n'avons jamais eu d'États islamiques. Tous ces pays étaient sous l'Empire ottoman qui était un empire militaire. Ce n'était pas un empire théologique. Puis sont venus les empires britanniques et français et d'autres empires qui ont pris le relais. Ainsi, les peuples de la région n'ont jamais réussi à obtenir un État-nation moderne et avoir le temps de construire leur société. Les Égyptiens ont essayé, luttant encore, d'avoir un État laïque, un État moderne, les Syriens, les Irakiens, mais ensuite est venu le grand marteau qui a tout détruit. Ainsi, le zèle religieux islamique, l'extrémisme, est venu avec ces conditions. Ce n'est pas inhérent aux sociétés là-bas. Je veux dire, vous avez vécu ou vous vivez dans les deux mondes. Et vous voyez aussi l'Europe, j'espère, également du point de vue de quelqu'un qui la regarde depuis l'Irak. Pouvez-vous vous expliquer comment il se fait que les sociétés occidentales, et je veux dire surtout les Européens et aussi les Nord-Américains, comment se fait-il que d'une part, ils prêchent et professent tous ces concepts, et les concepts changent au fil du temps, sur 100 ans, n'est-ce pas? Ils prêchent, disons, des dogmes religieux au début, puis ils prêchent des dogmes libéraux, mais ils les sapent constamment eux-mêmes. Et comme ce que vous venez d'expliquer, l'un de ces exemples est bien sûr ce qui est arrivé à l'Égypte après le printemps arabe, lorsque Moubarak a été balayé et qu'a été introduit le premier président démocratiquement élu, M. Morsi, n'est-ce pas? Puis il a été destitué et est parti. Et Al-Sisi arrive au pouvoir et Morsi meurt en prison. Le premier président démocratiquement élu meurt en prison. Et tout l'Occident applaudit en gros, un peu parce que personne ne l'aimait, car il appartenait aux frères musulmans et était bien plus nationaliste en un sens, c'est-à-dire patriote envers son peuple, que M. Al-Sisi, qui a immédiatement conclu un accord, n'est-ce pas, avec les puissances en place.
Et c'est une atteinte flagrante aux principes fondamentaux mêmes de ce que, à l'époque, dans les années 2010, les États-Unis et les Européens prônaient en termes de démocratie en général. Vous êtes en retard si vous n'êtes pas des démocraties. Comment se fait-il que les Européens eux-mêmes soient incapables de voir, faute de meilleurs mots, la quantité de pure hypocrisie dans leur approche, dans leur mentalité envers d'autres peuples? Oui, voyez-vous, nous devons différencier entre les peuples d'Europe et les élites d'Europe, parce que les élites sont maintenant plus éloignées que jamais de la population et des aspirations de la population. Il y a tellement de ressentiment contre les élites politiques en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc nous avons, vous savez, ce que nous appelons un problème oligarchique en Europe, mais c'est surtout un problème britannique, et aussi dans les anciens empires en Europe. Nous avons une élite oligarchique, financière, économique et militaire, qui contrôle dans une large mesure les processus politiques. Les gens sont invités de temps en temps à participer, mais il n'y a pas de véritable frein et contrepoids ni de responsabilité pour les dirigeants politiques. Vous pouvez les voter dehors la prochaine fois, mais vous vous retrouvez alors dans le même cycle à nouveau. Ainsi, les élites, ce qui a façonné l'histoire européenne et maintenant transatlantique, c'est ce combat, ces forces oligarchiques essayant de maintenir leur pouvoir malgré la libéralisation et la démocratisation de la société qui ont eu lieu au cours des 19e et 20e siècles. Aux États-Unis, il y a eu la Révolution américaine, mais elle a également été frappée à plusieurs reprises. De nombreux présidents américains ont été tués, vous savez, par ces forces. Donc pour faire des États-Unis un autre empire, qui est l'image de l'Empire britannique, c'est l'essence de la relation spéciale entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et j'ai vu cela moi-même très clairement. Vous voyez cette hypocrisie. Mais aussi, vous savez, les gens disent que les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003 pour obtenir le pétrole. C'est pas vrai. Les États-Unis n'ont pris aucun pétrole irakien. Deux choses se sont produites. Tony Blair, qui était le représentant de l'Empire britannique, pour ainsi dire, et de la relation transatlantique, a déclaré que le principe de la paix de Westphalie sur la souveraineté des États est obsolète. C'est fini. Ils l'ont pratiqué en Yougoslavie, la campagne de bombardement contre la Yougoslavie en 1999. Mais ensuite, cela a été utilisé de manière la plus flagrante en Irak, où le monde entier s'opposait à l'invasion de l'Irak sous le prétexte des armes de destruction massive, que personne ne pouvait prouver existantes. Mais Tony Blair a dit que ce n'était pas à propos des armes de destruction massive. Il s'agit de notre droit, en tant que monde civilisé, vous savez, le monde libre, de déterminer le sort de ce qu'on appelle aussi plus tard la responsabilité de protéger d'autres peuples, que nous pouvons envahir des pays. Nous pouvons violer leur souveraineté si nous estimons qu'il est approprié d'intervenir dans ces pays. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, établir un précédent en violant la Charte des Nations Unies et le principe de paix westphalien. C'était donc le premier objectif. Le deuxième objectif en Irak n'était pas de prendre le pétrole, mais de remodeler toute la société irakienne et aussi de s'assurer que l'Irak n'utilise pas l'argent du pétrole pour quoi que ce soit de bénéfique pour le peuple, comme le développement technologique, industriel, économique, social et culturel. Cet argent serait purement utilisé pour créer une société de consommation, ce que nous avons maintenant en Irak. Ainsi, les États-Unis se sont assurés dès le premier jour où ils ont pris le contrôle de l'Irak qu'ils contrôlaient chaque dollar des exportations de pétrole. En fait, l'argent du pétrole est placé dans un compte. Les exportations de pétrole irakien, tout l'argent est envoyé par les acheteurs à un compte de la Réserve fédérale dans une banque de New York,
qui est contrôlé par le président américain depuis 2003. Les Irakiens reçoivent des allocations chaque mois pour acheter de la nourriture, des vêtements et d'autres nécessités, et pour payer les salaires des gens. Mais il n'y a pas de développement économique. Le niveau de pauvreté en Irak est d'environ 30% à 40%. Nous avons des millions de chômeurs, mais ils reçoivent formellement des emplois pour obtenir un salaire. Au final, ils ne produisent rien et ne travaillent pas. De cette manière, l'Irak est maintenant une société purement consommatrice. Rien n'a vraiment été reconstruit depuis 2003 et l'infrastructure existante s'est dégradée. Le système éducatif et le système de santé sont dysfonctionnels, et ainsi de suite. Ce que les élites aux États-Unis et en Grande-Bretagne voulaient faire, c'est établir un précédent sur la manière dont elles peuvent remodeler le destin de tous les peuples, parce qu'elles ont le pouvoir de le faire. Et puis, elles appellent cela une responsabilité de protéger la démocratisation, la construction de la nation. Elles utilisent tous ces beaux noms pour un désastre qu'elles ont elles-mêmes créé. C'est ce qui s'est passé toutes ces années à travers ce genre d'intervention. Nous avons vu la situation en Libye, où l'UEP s'est également impliquée dans le retrait de Kadhafi. C'était aussi sous le principe de la responsabilité de protéger. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont renforcé les forces islamistes. En Syrie, la même chose s'est produite. Et puis nous avons eu l'État islamique. De nombreux politiciens américains, dirigeants et personnes des services de renseignement ont averti que ce que nous faisons en Syrie entraînera cela, que les mouvements islamiques extrémistes prendront le pouvoir. Et puis, personne ne s'en soucie. Vous savez, nous voulons nous en débarrasser. Assad, qui tue des enfants, vous savez. Donc peu importe qui nous utilisons et armons pour atteindre cet objectif. Cela n'a donc rien à voir avec la démocratie, ou vous savez, les droits de l'homme, ou la protection des gens, ou quoi que ce soit. Les gens en Europe, bien sûr, n'ont pas le choix dans ces affaires. Ils reçoivent chaque jour des informations exagérées sur le monde, à quel point ces dirigeants sont mauvais, et pourquoi nous devrions les renverser. Voilà la situation. Les gens en Europe et aux États-Unis ont en fait très peu de connaissances sur ce que font leurs gouvernements dans le monde et ce qui se passe. Les gens pensent qu'ils sont bien informés, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est pire. Je veux dire, c'est pire que d'être mal informé. Vous êtes désinformé. Vous pensez constamment que les Européens sont les gentils qui essaient d'aller aider ces gens arriérés au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, ce que vous faites, c'est semer le chaos en Asie de l'Ouest. Et cela fait maintenant 21 ans, depuis la Deuxième Guerre d'Irak, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, j'ai parlé à un spectateur irakien de cette émission, et il doit vivre près de l'endroit où vous avez grandi, près de Suleymaniya. Je veux dire, il venait de la région kurde en Irak. Et il m'a dit qu'après 20 ans, l'infrastructure électrique, l'infrastructure de l'électricité, n'a été que très partiellement reconstruite. Ils ont encore des coupures de courant 20 ans plus tard, comme des heures et des heures sans électricité. Et cela fait 20 ans, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas autorisés à reconstruire le barrage et l'infrastructure électrique. Et tout l'argent qui provient réellement de cette région finit aux États-Unis et n'est pas du tout sous le contrôle du gouvernement irakien, bien qu'il y ait maintenant un gouvernement irakien. Mais comment fonctionne cette structure de dépendance? Parce que d'une manière ou d'une autre, le contrôle est là, n'est-ce pas? Le contrôle des États-Unis sur les personnes armées en Irak, qui s'assure que cela reste tel quel. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, je vous ai parlé du changement dans la constitution irakienne. Nous avions un système présidentiel républicain où le président est censé être élu par le peuple. Donc vous avez un président similaire au système français en fait, ou au système américain,
Et puis vous avez le président qui sélectionne les ministres. Ce qui s'est passé, c'est que la constitution irakienne a été modifiée. Tout d'abord, en un système parlementaire. Et deuxièmement, ils ont inséré dans la constitution qu'il y a tous ces différents groupes. Comme ils l'ont fait au Liban, où ils disent que le premier ministre devrait être chiite parce que c'est la majorité, le président devrait être kurde, et le président du Parlement, qui contrôle le Parlement, devrait être sunnite. Donc vous savez, tout en Irak est devenu basé sur des principes ethniques sectaires. Et au sein de chacun de ces groupes, les chiites, les sunnites et les kurdes, il y a des failles. Les Kurdes ont deux factions majeures et une troisième indépendante. Parmi les sunnites, nous avons 5 ou 6 factions différentes. Les chiites ont 10 factions différentes. Donc, lorsque les gens vont élire un gouvernement, il faut s'assurer que tous ces groupes, leurs intérêts et leurs milices soient servis par le bol des revenus gouvernementaux. Le système irakien est, comme je l'ai expliqué, assemblé avec du chewing gum, même pas de la colle. Et le chewing gum, c'est l'argent du pétrole. Ce qui se passe, c'est que l'Irak pompe du pétrole. L'Irak est maintenant le deuxième plus grand exportateur de pétrole après l'Arabie Saoudite, avec 4 millions de barils, je pense. La Russie n'est pas claire sur combien. Ainsi, tous les revenus des exportations de pétrole vont sur un compte bancaire à la Réserve fédérale de New York. Un compte bancaire qui est formellement irakien, mais qui est protégé par les présidents américains depuis 2003 sous le décret exécutif 13303. Il est renouvelé chaque année par le président américain en mai. Ensuite, les États-Unis envoient de l'argent chaque mois, en espèces, par avion en Irak. Les Irakiens payent pour le transport aérien. En espèces, ils envoient des billets physiques en dollars américains, je suppose. Oui, des dollars américains. Mais l'Irak n'a-t-il pas sa propre monnaie? Plus maintenant, il a une monnaie. L'argent va à la Banque centrale irakienne, puis la Banque centrale irakienne apporte de l'argent équivalent à l'espèce. Mais l'économie irakienne est devenue une économie de cash. Nous n'avons pas de véritable système bancaire. Et il y a tellement d'espèces. La corruption était tout simplement omniprésente. Ce sont les Américains qui l'ont initiée, en réalité. Ils distribuaient de l'argent à travers tout le pays, aux milices et aux groupes, et ils ont créé cette énorme corruption que nous avons en Irak. Mais ensuite, cet argent, après chaque élection, seulement 20% des Irakiens votent parce qu'ils ne croient plus au gouvernement. Après ces élections, tous ces différents partis des différents ministères sont attribués à chaque parti ou groupe politique différent. Par exemple, le ministère du Commerce est attribué à ce groupe, le ministère de la Défense, parce qu'il a de nombreux contrats, et les Kurdes contrôlent toujours le ministère des Affaires étrangères. Les budgets de ces ministères ne sont pas décidés par le gouvernement, mais par le parti qui contrôle ce ministère. Donc, beaucoup de cet argent, il y a beaucoup de contrats pour construire des projets d'électricité, vont à des entreprises fictives et l'argent disparaît. Les contrats militaires, des milliards de dollars vont à des individus et personne ne sait qui ils sont. Ensuite, quand quelqu'un est pris, il est gracié par le président ou le premier ministre. Donc, en un sens, ce qu'ils ont fait après la guerre a été d'institutionnaliser le sectarisme et d'institutionnaliser la corruption. Et ils se sont assurés qu'aucun des deux ne pourrait être facilement éliminé, même si vous aviez un gouvernement unifié. Exactement. Donc, dans cette situation instable, les Américains interviennent, ainsi que les Britanniques, les Iraniens, les Turcs, les Émirats, la Jordanie et l'Arabie Saoudite contrôlent les différents groupes. Ils maintiennent tout le monde en place, mais seulement s'ils écoutent. Les États-Unis disent au gouvernement irakien que s'il ne se comporte pas, il sera remplacé. Vous ne recevez pas l'argent à la fin du mois.
Et puis les gens qui attendent leur salaire descendront dans la rue, et il y aura du sang dans les rues. C'est ainsi que les Américains contrôlent la politique irakienne. À la fin du mois, si vous ne recevez pas ces cargaisons d'argent, les gens descendront dans la rue, parce que le peuple irakien n'a pas d'autre source d'argent que cet argent qui arrive par cargaison d'avions. Nous avons environ 5 à 6 millions de personnes employées par l'État, de retraités et de personnes à la sécurité sociale. Ils reçoivent un salaire à la fin du mois, et ce salaire maintient le peuple irakien en vie. Nous importons presque toute la nourriture, tous les vêtements, toutes les chaussures, tous les appareils ménagers, toutes les voitures. Tout en Irak est importé, soit des pays voisins, soit de Chine ou d'ailleurs. L'Irak ne produit presque rien. Voilà ce qu'est devenu l'Irak. Et c'est ainsi que l'Irak est maintenu en vie. Stable, mais c'est complètement instable. Dès que le prix du pétrole descend en dessous de $60, c'est la fin de la société parce que le gouvernement ne peut déjà plus soutenir. Chaque année, nous avons 250 000 diplômés des universités. La population irakienne a augmenté très rapidement. Donc chaque année, nous avons 250 000 jeunes qui sortent des universités. Un nombre égal de personnes non éduquées entrent sur le marché du travail, soit un demi-million de personnes chaque année. Quelle est la taille de la population irakienne maintenant? Elle est de 42 millions. Elle était de 20 millions il y a 20 ans, donc elle a doublé en 20 ans. La croissance démographique est énorme et rapide. Vous avez ce demi-million de jeunes qui entrent sur le marché du travail et le gouvernement doit leur trouver des emplois. Mais il n'y a pas de production, pas d'industrie, pas de construction d'infrastructures, pas d'agriculture et pas de développement scientifique ou technologique. Alors ce que fait le gouvernement, c'est promettre à différents partis qu'ils fourniront des emplois d'État, s'ils sont élus. Vous pourriez avoir un bureau où vous avez besoin de 2 personnes, mais il y a 20 personnes qui y travaillent, juste parce qu'elles ont besoin de toucher un salaire à la fin du mois. C'est donc complètement désespéré. Maintenant, il y a eu des tentatives pour changer cette réalité. L'Irak, bien sûr, a été frappé par la violence sectaire et le terrorisme. Déjà, lorsque les Américains ont envahi, il y avait tous ces membres d'Al-Qaïda qui combattaient en Irak. Mais, au lieu d'attaquer les Américains, ils attaquaient les chiites irakiens, faisant exploser des mosquées et d'autres choses. Ils se disaient résistants, mais il y avait une certaine résistance irakienne, où ils attaquaient les forces américaines et britanniques. Cependant, un grand nombre de forces attaquaient différents groupes sectaires et créaient cette violence sectaire. Ensuite, nous avons eu l'arrivée de l'État islamique en 2014, depuis la Syrie, envahissant l'Irak, et les Irakiens ont réussi à les repousser grâce à un soutien considérable de l'Iran. En fait, l'Iran a soutenu l'Irak alors que les États-Unis avaient très peu à offrir. Mais ensuite, les Américains se sont impliqués lorsque Trump est devenu président et ils ont terminé le travail. Ainsi, les Américains et les Iraniens travaillaient en fait côte à côte, pas main dans la main, mais côte à côte, pour se débarrasser de ce problème. En 2019, le Premier ministre Adil Abdul Mahdi, qui est aussi un brillant économiste, une personne très bien éduquée, était l'ancien ministre du pétrole de l'Irak pendant de nombreuses années sous le régime actuel. Il a réussi à obtenir un accord avec la Chine. En Irak, ils appellent cela du pétrole pour la construction, du pétrole pour la reconstruction, ce qui signifie que sur le million de barils de pétrole que l'Irak vend de toute façon à la Chine chaque jour, l'argent de 100 000 barils sera déposé dans un fonds de développement en Chine, où pour chaque 1,5 $ d'argent du pétrole irakien, les banques chinoises ajouteront 8,5 $. Donc, vous obtenez environ 15 à 85 %. Ainsi,
vous obtenez un dépôt de 10 milliards de dollars dans ce fonds, en partie grâce à l'argent du pétrole irakien. So you get $10 billion deposit in that fund, partly by Iraqi oil money and partly by loans from Chinese banks. And then En partie par des prêts de banques chinoises. Et puis l'Irak continue de tirer de l'argent de ces 100 000 barils sur le million que la Chine achète chaque jour de toute façon. Et l'argent sera alloué uniquement au développement des infrastructures en Irak, construit par des entreprises chinoises. Ainsi, en 2019, le Premier ministre irakien s'est rendu en Chine avec la plus grande délégation. Son nom est Adil Abdul Mahdi, et il a conclu des accords étendus avec des provinces en Chine, des entreprises en Chine. Vous savez, comme avoir une province travaillant avec une province irakienne et définissant les projets d'infrastructure qu'ils veulent construire. Environ 500 projets stratégiques ont été discutés. 500 strategic projects discussed. What happened then after signing these agreements? Ce qui s'est passé ensuite, après la signature de ces accords à Pékin, dès que le Premier ministre est revenu à Bagdad à l'aéroport, une révolution de couleur a éclaté. Il y avait du sang dans les rues et des gens tiraient, personne ne sait qui ils étaient, sur les manifestants, jusqu'à ce qu'ils soient contraints de démissionner après seulement quelques mois. Ensuite, l'accord irako-chinois a été suspendu, donc rien ne s'est passé. C'était la seule fois où le gouvernement irakien a essayé de faire quelque chose pour relancer l'économie irakienne. Mais cela a été saboté. Le même Premier ministre s'est disputé avec le président Trump, qui a assassiné Qassem Soleimani, le commandant iranien, et le chef de la milice chiite irakienne, Abu Mahdi al-Muhandis, à Bagdad. Et vous savez, insulter les Irakiens. Ainsi, lorsque le Parlement irakien a voté, à la demande du même Premier ministre, pour expulser les troupes américaines d'Irak et adopter une nouvelle résolution, le président Trump a menacé de garder tout l'argent pétrolier irakien, de confisquer tout l'argent. Alors le Premier ministre irakien a démissionné. Il y avait un nouveau Premier ministre, le chef des services de renseignement, qui était fragile. Les gens l'appelaient un agent. Il est devenu Premier ministre pendant 2 ans. Et la situation a continué comme elle était. Il y avait ce nouveau Premier ministre que les gens espéraient voir relancer l'accord avec la Chine. J'ai visité l'Irak, invité par son, vous savez, Conseil des conseillers, pour l'informer de ce que je pense qu'il devrait être fait avec cet accord avec la Chine. Je l'ai fait. Je l'ai rencontré 2 fois au début de son mandat. Je lui ai expliqué l'importance de développer l'accord Irak-Chine et de définir 2 plans quinquennaux pour la reconstruction de l'Irak et de renégocier l'ensemble de l'accord. J'ai proposé de faire partie d'une équipe qui retravaillerait l'ensemble de l'accord. J'ai également proposé la création d'une banque de développement irakienne en utilisant 5% des revenus pétroliers à déposer dans une banque de développement irakienne distincte et d'utiliser cette banque pour émettre des crédits pour les industries de taille moyenne et petite et les projets agricoles en Irak. Mais ces 2 propositions ont été rejetées. Le Premier ministre lui-même aimait l'idée, mais les personnes autour de lui, tous ces partis qui l'ont installé, car il n'a que 2 membres au Parlement, l'ont mis là dans le cadre du consensus. Un consensus minimal, n'est-ce pas? C'est comme s'il était le moins menaçant pour l'un des partis. Oui, donc ces idées n'ont pas été prises. Et la situation continue d'être telle qu'elle est aujourd'hui. L'Irak est dans une situation financière très précaire parce que le gouvernement peut à peine payer les salaires de ces millions de personnes à la fin de chaque mois. Les États-Unis étranglent le système bancaire irakien, affirmant qu'une grande partie de l'argent liquide va en Iran et en Russie, etc. Ils forcent donc les Irakiens à utiliser des banques jordaniennes et émiraties pour l'importation de biens afin de transférer de l'argent à l'étranger. Les banques irakiennes ne peuvent pas commercer avec le monde extérieur, donc vous devez le faire par l'intermédiaire d'une banque jordanienne ou émiratie.
Tous ces mécanismes sont la façon dont les États-Unis contrôlent l'Irak. Ils ne prennent pas le pétrole irakien. Les plus grands développeurs du pétrole irakien sont des entreprises chinoises, des entreprises russes et des entreprises malaisiennes. Ce sont elles qui travaillent dur pour développer l'industrie pétrolière de l'Irak, mais l'argent du pétrole va aux États-Unis. C'est une manière si néfaste, tout en prétendant que l'Irak est un État souverain, alors qu'en fait, c'est un protectorat. Je veux dire, par n'importe quel effort d'imagination, cela n'a absolument rien à voir avec la souveraineté. Et en même temps, ils continuent de dire que l'Irak est contrôlé par le clergé iranien. Vous savez, les chiites irakiens sont contrôlés par les Iraniens. Cela le rend encore plus scandaleux, n'est-ce pas? C'est comme s'ils projetaient toutes les choses qu'ils font sur un pouvoir qui, en réalité, pourrait avoir quelques partisans à l'intérieur. Mais c'est à peu près tout. Oui, et le rôle de l'Iran est également important en Irak, parce que le gaz iranien est celui qui aide l'Irak à produire l'électricité, la petite quantité d'électricité qui existe en Irak. Vous savez, les États-Unis n'ont pas aidé à reconstruire quoi que ce soit. Et la raison en est que le carburant pour la production d'énergie doit venir d'Iran, parce que les ressources en gaz de l'Irak ne sont pas très importantes. Et il n'y a pas eu assez de travail pour développer les champs gaziers irakiens. Donc l'Iran a en fait fourni à l'Irak toutes ces années sous occupation américaine. L'Iran fournissait généreusement à l'Irak du gaz naturel pour faire fonctionner les centrales électriques. Et de nombreuses fois, l'Iran n'était même pas payé parce que les Américains arrêtaient le paiement. C'est donc une situation très absurde. Mais il y a encore de l'espoir. Je veux dire, nous avons tout un mouvement en Irak maintenant pour la route de la soie. Il s'appelle le mouvement de la route de la soie. Les gens essayent de l'expliquer aux autres. Je le fais moi-même sur Facebook, en ligne. Il y a d'autres personnes. Malheureusement, un de nos amis, qui était le plus franc, vient de mourir d'un cancer. Il s'appelait Karim Badr. Il était en direct sur Facebook, diffusant chaque semaine, expliquant aux Irakiens ce qui ne va pas avec le système, les informant sur la ceinture et la route, le Sud global, les BRICS et tous ces développements, et comment ils devraient sortir de cette économie de frontières. Malheureusement, il est décédé il y a environ 2 mois. Mais nous avons beaucoup de gens, nous avons de jeunes parlementaires très intelligents, des parlementaires indépendants qui se battent pour ces idées afin de rendre l'Irak indépendant, de reconstruire l'économie irakienne. Il y a donc encore de l'espoir. Et c'est ce qui est spécial chez les Irakiens. Peu importe ce qui se passe, ils gardent l'espoir que demain sera meilleur et ils continueront à travailler dans ce sens. Ils continuent d'éduquer leurs enfants et ils savent qu'un jour, cette situation changera pour le mieux. Et c'est ce qui maintient les gens en vie. C'est aussi ce qui me rend optimiste dans ce monde d'absurdité. Je suis heureux de l'entendre parce que je pense que, surtout dans ces situations, l'optimisme est essentiel. Nous entrons maintenant dans cette nouvelle période, n'est-ce pas? Nous avons définitivement terminé avec l'ère post-guerre froide. C'est assez intéressant que pendant 30 ans, nous l'ayons appelée la période post-guerre froide. Et maintenant, nous comprenons que cette période est terminée. Et nous avons probablement besoin d'un nouveau nom pour cela, mais c'est terminé. Nous sommes maintenant dans ce que nous appelons cette nouvelle multipolarité. Et d'une part, cela promet beaucoup, car il pourrait y avoir plus d'options pour de véritables accords commerciaux et plus de connexions également avec les Russes, les Iraniens, les Chinois, pour l'Irak en raison de la répartition du pouvoir, n'est-ce pas? Si le pouvoir des États-Unis et de l'Europe occidentale diminue en importance structurelle,
s'il va y avoir un système commercial des BRICS et non une monnaie, il n'y aura jamais de monnaie des BRICS, mais il pourrait y avoir des institutions financières des BRICS, des mécanismes financiers, oui. D'une part, ça promet beaucoup, je pense, pour des États comme l'Irak. D'autre part, cela s'accompagne également de ce danger renouvelé que ces forces pourraient à nouveau essayer de simplement cannibaliser et descendre sur l'Irak. Quel est votre sentiment à ce sujet? What is your feeling about this? Je pense que nous sommes actuellement dans un moment où toutes les tendances positives pour mettre fin à la guerre en Ukraine et obtenir une sorte de rapprochement avec la Russie sont présentes. Mais nous devrions également résoudre les différends avec la Chine, en particulier les différends des États-Unis avec la Chine. Parce que nous pouvons, je veux dire, si les gens pensent au peuple d'Europe, au peuple des États-Unis, quel est leur intérêt? Ce n'est pas dans leur intérêt de mener ces guerres. Leur intérêt est de coopérer avec le reste du monde. Et en Europe, nous avons encore certains potentiels. Je veux dire, nous discutons de cela à l'Institut de la ceinture et de la route depuis plusieurs années maintenant, que nous devrions en fait travailler avec la Chine en Afrique, par exemple, construire des infrastructures, développer l'industrie et l'agriculture, et financer ces projets, participer avec la Chine et accorder des prêts et des crédits pour réaliser ces projets, car c'est vital pour l'intérêt de l'Europe. Nous avons de nombreuses industries, de nombreuses entreprises, de nombreuses technologies qui sont dormantes ou en train de disparaître. Et elles pourraient être utiles dans un monde où nous avons une prospérité commune pour toutes les nations. Et je pense que la philosophie chinoise du gagnant-gagnant n'est pas seulement une tactique naïve ou vicieuse avec un agenda caché. Ils croient en ces choses. Ils croient que tout le monde peut prospérer si nous travaillons ensemble. Il n'y a pas de limite à cela. Et si nous nous débarrassons de cette notion géopolitique de jeu à somme nulle des empires, l'Empire britannique et les autres empires qui existent, le pouvoir et la domination sont le seul moyen de survivre. Cette soi-disant école réaliste a été la source de beaucoup de maux que nous avons vus, où c'est une guerre de tout contre tous. Et nous avons des ressources limitées, et la lutte porte sur ces ressources limitées. La façon de les contrôler est de construire une puissance militaire et de dominer et écraser les autres, ou d'avoir un équilibre des pouvoirs ou une guerre froide, où les petites nations sont écrasées sous la pression. Donc, si nous changeons cette idéologie, si nous changeons cette façon de faire les choses, je pense qu'il y aura de l'espoir pour l'Irak. Il y aura de l'espoir pour de nombreuses nations, mais il y aura aussi de l'espoir pour le peuple suédois, pour le peuple allemand, pour le peuple américain, car en ce moment, et nous observons cela depuis des décennies, nous avons une infrastructure en déclin, un système éducatif, un système de santé, des normes culturelles, des normes morales. Toutes sortes de choses ont décliné en Europe. Et c'est pas à cause de l'immigration. C'est à cause des politiques adoptées dans les années 70, au moins en Europe et aux États-Unis. Une société post-industrielle, une culture post-moderniste, cette lutte contre le reste du monde, la tentative de saper tout le monde pour rester au sommet, la financiarisation de l'économie et la croyance que les marchés financiers sont l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'investir dans les routes, les ponts, les hôpitaux et les écoles. Vous pouvez placer votre argent et les ressources de votre fonds de pension à Londres et à Wall Street et faire fructifier l'argent là-bas, à la place. C'est ainsi que vous faites un profit. C'est ainsi que vous devenez riche. Ce n'est pas en construisant des chemins de fer, des autoroutes, des industries, de l'agriculture, des canaux d'eau, etc. Cette idéologie est ce qui a détruit l'Occident. Et nous devenons, avec cela, vous savez, une politique étrangère de la loi de la jungle. Le monde était récemment au bord d'une guerre nucléaire. Je veux dire,
nous étions vraiment au bord d'une guerre nucléaire. Les gens ne s'en sont même pas rendus compte. Donc il y a de l'espoir pour le monde si nous abandonnons ces idéologies toxiques et commençons à repenser comment l'Europe est devenue prospère, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et comment les États-Unis sont devenus prospères. Parce qu'ils investissaient dans la société, investissaient dans les êtres humains, investissaient dans les infrastructures, le progrès technologique, l'éducation, et ainsi de suite. C'est ce que fait la Chine. C'est pourquoi la Chine progresse. Et chaque nation dans le monde devrait faire cela. Et nous devrions nous entraider pour le faire. Ce n'est pas un discours naïf. Nous nous sauverons ici, en Europe, si nous aidons le reste du monde à mettre fin à ces guerres et à emprunter un chemin de développement économique. Curieusement, le soutien à cette vision vient actuellement, du moins selon mon observation, du côté droit du spectre politique, et non de la gauche. Ce sont beaucoup de partis de droite en Europe qui disent que nous devons arrêter de bombarder l'Asie de l'Ouest et que nous devons les aider à se développer parce que nous ne voulons pas qu'ils viennent ici. Ce qui est une motivation étrange, mais qui conduit en fait, à mon avis, à une approche valable et humaniste des relations internationales. Approach to IR. Oui, vous savez, comme vous le dites, la motivation est un peu étrange, mais acceptons cet argument. L'immigration en Europe, je veux dire, la plupart des Africains ne veulent pas venir ici. Je ne voulais pas venir en Europe. La plupart des gens veulent rester chez eux et être heureux chez eux. Ce n'est pas si difficile. Et si leurs maisons ne sont pas réduites en cendres par des bombardements, alors ils resteront chez eux. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi vous avez eu cela en 2015, où tout le monde a paniqué en Europe à cause de la destruction de la Libye, de la destruction de la Syrie et de la déstabilisation de l'Irak. C'est de là que viennent les réfugiés. La Libye bloquait en fait la migration depuis l'Afrique subsaharienne parce qu'il y avait un État libyen puissant. Cela empêchait les Africains de se précipiter vers la Méditerranée. Mais quand cela a été supprimé, toutes ces barrières ont été levées. Nous avons eu l'immigration et les marchés d'esclaves en Libye, où les gens affluaient simplement en Libye et payaient un peu d'argent. Mais la question est, pourquoi les gens quittent-ils leur pays? C'est soit pour des raisons économiques, parce que la vie est si difficile et qu'il y a si peu d'espoir, surtout pour les jeunes, soit parce que la vie devient un enfer sous ces guerres. Changement de régime, déstabilisation et lutte entre grandes puissances et puissances régionales. C'est pourquoi les gens quittent leur foyer. Et donc, si nous avons une coexistence pacifique, combinée au développement économique, nous poussons maintenant à l'Institut Schiller ce que nous appelons le plan Oasis, pour reconstruire Gaza, pour reconstruire l'ensemble de la Palestine, mais aussi toute la région, où tout le monde peut bénéficier en construisant des projets d'eau, d'agriculture, d'infrastructure, d'industrie, et ainsi de suite. C'est ainsi que vous apportez la stabilité et donnez un sens à la paix. C'est ce qui a échoué dans l'accord d'Oslo, en fait, l'une des raisons. Il y a des personnes qui travaillent activement contre cela. Il y a ceux qui pensent que le développement est ce que nous devons empêcher de se produire, car cela réduira le pouvoir sur ces sociétés. Parce que les nations deviennent indépendantes, elles utiliseront leurs ressources pour leur propre développement. Dieu nous en garde, que les peuples autochtones utilisent leurs ressources pour eux-mêmes. Il n'est pas question que l'Europe accepte cela. Et une des raisons pour lesquelles ils détestent la Chine n'est pas seulement parce que la Chine a réussi à sortir de la pauvreté et à construire une société moderne, industrielle et technologiquement avancée, mais aussi parce que la Chine montre au reste de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud
que c'est possible. America, it could be done. So And that's- the Europeans and the Americans think colonialism has. Vous savez, les Européens et les Américains pensent que le colonialisme est terminé depuis longtemps. Pas du tout. Nous sommes encore en plein dedans. Et en fait, il y a une partie du monde qui se libère, et c'est la partie de l'Asie de l'Est, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Et l'Occident panique à ce sujet, n'est-ce pas? C'est comme, oh non, comment osez-vous montrer comment cela pourrait être fait? It's like, oh no, how dare you show how it could be done? Yeah, because either we make you, Oui, oui. make Parce que that soit nous faisons en sorte que cela se produise, soit vous ne pouvez pas le faire de manière indépendante. Donc nous devons nous débarrasser de ce complexe de supériorité que nous avons hérité de la période coloniale. C'est fini. C'est fini. Le jeu est terminé. Nous devons nous réveiller. Nous devons corriger nos manières et trouver des moyens de coexister avec cette nouvelle situation mondiale. Cette situation multipolaire où les nations n'accepteront plus d'être des pays du tiers-monde. Vous savez, si vous regardez de nombreuses nations africaines, comme l'Éthiopie et l'Égypte, de nombreux pays en Afrique progressent maintenant très rapidement parce qu'ils ont eu un avant-goût du fait que cela pouvait être fait, que nous pouvons réellement prospérer. Nous pouvons construire des économies modernes. that we can actually prosper. We can build modern economies. And all these countries, the Gulf Et tous ces pays, les pays du Golfe aussi, ne veulent pas être simplement des exportateurs de pétrole et des acheteurs d'armes américaines. Regardez l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite devient une économie industrielle très avancée. Je veux dire, ils construisent des industries modernes partout en Arabie saoudite. Ils construisent des infrastructures modernes. Ils investissent leur argent non pas à Wall Street, à Londres ou dans l'immobilier en Europe. Ils investissent beaucoup de leur argent maintenant dans le développement de leur pays. Vous n'entendez pas parler de cela dans les nouvelles, bien sûr. Ce que vous entendez, c'est que les Saoudiens investiront 600 milliards de dollars aux États-Unis. C'est très trompeur. Cela ne va pas se produire. Ce n'est pas vrai. J'ai écouté le ministre saoudien de l'économie. Il a dit que, eh bien, dans 4 ans, nous aurons des échanges et des investissements de 600 milliards. Eh bien, ce serait de toute façon. Ce n'est rien de nouveau. Le commerce de l'Arabie saoudite avec les États-Unis, comme la plupart des achats d'armes, a été de cet ordre. Mais aussi, les Saoudiens investiraient de l'argent. Mais ce n'est pas comme si 600 milliards étaient investis en une seule fois aux États-Unis. Cela ne va pas arriver. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas autant d'argent que les Saoudiens peuvent investir. Les Saoudiens investissent des dizaines de milliards, probablement des centaines de milliards, dans leur économie, dans la région, en Afrique, en Chine. Les Saoudiens investissent dans les industries chinoises, dans les industries pétrochimiques. Mais ils invitent également des entreprises chinoises à construire des industries en Arabie saoudite, telles que des industries de véhicules électriques et des industries d'énergie renouvelable. Récemment, Lenovo, la société informatique, a lancé une usine pour 2 milliards de dollars en Arabie saoudite. Comment a-t-elle été financée? Les Saoudiens ont acheté une part dédiée à Lenovo pour qu'ils puissent déplacer l'usine ou construire l'usine en Arabie saoudite, où les Saoudiens vont maintenant fabriquer des ordinateurs, les utiliser et les exporter. C'est ce qui se passe en Arabie saoudite. Les Saoudiens ne vont pas investir leur argent dans des complexes touristiques et des casinos en Floride. Ils pourraient en faire un peu pour garder le président Trump content, mais l'avenir est l'industrialisation et la modernisation. Oui, mais il est important de le faire tout en prétendant que vous suivez le jeu mis en place à Washington et à Bruxelles. Sinon, vous courez le risque que les puissances en place s'abattent sur vous. Vous devez donc jouer un jeu très prudent en prétendant que vous suivez le mouvement, tout en faisant en réalité autre chose. La seule chose que vous pouvez exploiter là-bas est l'égocentrisme des Européens et des Américains,
qui ne regardent que ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Tant que vous utilisez le même jargon, ils vous considéreront comme un bon allié. Vous devez donc jouer un double jeu très intelligent. So you have to play Yeah, a very intelligent double game. I mean, they are not cheating. They are just saying, look, Oui, we have to look oui. after our Je veux dire, ils ne trichent pas. Ils disent, regardez, nous devons veiller à nos intérêts. Vous pouvez en obtenir un peu, mais nous en obtenons aussi. D'autres obtiennent quelque chose. Donc le vieux jeu est terminé où vous obtenez tout. Maintenant, regardez, l'Arabie Saoudite a été proche de la faillite 2 fois en 10 ans, en 2014 et 2016, puis en 2020, lorsque le prix du pétrole est tombé en dessous de $30 le baril. Si vous dépendez à 90% de votre survie d'un prix du pétrole supérieur à $60, alors chaque jour vous vous réveillez, vous devez vérifier le prix du pétrole. Et quand le prix du pétrole baisse, vous êtes fini. And if when the oil price goes down, you are finished. No, I mean, in finance. Non, je veux dire, en finance, c'est juste de la diversification. C'est assez simple. Vous devez diversifier. Sinon, à un moment donné, un événement signe noir va vous couler. Point final. Thank you. Period. Exactly. I mean, only if you build Exactement. Je veux dire, seulement si vous construisez des industries pétrochimiques, vous utilisez le pétrole pour produire d'autres produits, plastique, peinture, produits chimiques, matériaux de construction à partir du pétrole, toutes sortes de dispositifs médicaux. Aujourd'hui, tout est en plastique. Vous allez à l'hôpital, tout dans l'hôpital est en plastique. Everything in the hospital is plastics. From the devices, from the Des appareils, des matériaux utilisés, tout est en plastique. Même les vêtements peuvent être produits à partir de pétrole. Donc si vous transformez une partie de cela en produits industriels et construisez des industries, vous pouvez augmenter la valeur ajoutée par dizaines de fois, pas seulement quelques fois. Le vieux jeu consistait à exporter le pétrole pour $30 le baril, puis à importer toutes ces choses. Même tout l'argent que vous aviez du pétrole ne suffisait pas à satisfaire vos besoins en biens manufacturés. Alors maintenant, les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens et tous les autres pays veulent produire ces choses chez eux. Ils veulent obtenir une partie de la valeur ajoutée du pétrole et du gaz. Le Nigeria commence à le faire. Pour la première fois, ils construisent une raffinerie. Le Nigeria exporte du pétrole brut depuis des décennies. Ce n'est que maintenant qu'ils peuvent avoir la leur. Je veux dire, les Nigérians exportent du pétrole brut et importent du diesel et de l'essence pour leurs voitures de l'étranger à un coût beaucoup plus élevé. C'est insensé. No, you have to produce yourself. You have to do it Non, yourself. vous devez produire vous-même. Vous devez le faire vous-même pour en bénéficier à long terme et créer le cadre à partir duquel vous pourrez ensuite aller plus loin. Mais Hussein, nous atteignons la marque d'1 heure. Je pense que nous l'avons déjà légèrement dépassée. Et il est maintenant 1 heure du matin en Suède. Donc, pour les personnes qui veulent vous suivre, où devraient-elles aller? Écrivez-vous régulièrement sur certaines plateformes. Do you write regularly on some platforms? Oui, nous avons le site web de l'Institut de la ceinture et de la route en Suède. C'est bricsweden.org, Bricks avec un X, bricsweden.org. C'est là que nous avons beaucoup d'informations et nous avons également des liens vers nos réseaux sociaux et d'autres activités. I will try to put Je vais essayer de mettre les liens dans la description. Hussein Askari, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. very much for your time today. Merci beaucoup de m'avoir invité. Thank you.